Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui ont assez peu évolué quand on regarde les indices européens, petit manque d'intérêt aujourd'hui, quand bien même ces grands indices européens sont revenus tous désormais sur leur niveau d'avant-crise. Le stock 600, l'emblème des 600 grandes valeurs européennes, est revenu sur ces niveaux records qui prévalaient avant la crise boursière générée par la pandémie il y a un an. Le CAC 40 lui se maintient à l'équilibre ce soir autour de 6130 points. Le résumé complet de la séance, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On notera que deux titres étaient particulièrement recherchés sur la cote parisienne aujourd'hui, EDF et Atos, pour des raisons un peu différentes, même si on parle de M&A, de Merger and Acquisition, de spéculation sur l'avenir d'EDF. Est-ce que l'État pourrait racheter les minoritaires d'EDF? On parle de 16% du capital environ pour une somme avancée par l'agence Reuters qui dévoile ces informations aujourd'hui, une somme de 10 milliards d'euros. Ça paraît une prime impressionnante pour ces 16% du capital que l'État ne détient pas encore chez EDF. Le titre a réagi très positivement avec une hausse de 10% aujourd'hui. Et puis Atos, là aussi, sur la base d'une note de broker, d'Exane BNP Paribas pour être précis, qui imagine pourquoi pas un mécano entre Capgemini et Atos. C'est vrai que les deux groupes sont aux antipodes en matière de valorisation. Atos pèse environ 6 milliards en bourse. Capgemini doit peser peut-être 4 fois plus, autour de 25 milliards. Et donc, Capgemini pourrait être un acquéreur naturel pour Atos. C'est ce qu'estiment en tout cas les analystes d'Exane BNP Paribas. Le titre Atos a réagi positivement. On verra ce qu'en pensent nos invités dans un instant. Et puis dans la série des deals du jour, ce sera d'ailleurs le deal à la une de Planète Marché. Un acquéreur naturel pour Lyxor, Amundi, effectivement, qui entre en négociation exclusive avec Société Générale. Ce n'est pas une surprise de retrouver Amundi à ce niveau de discussion avec Société Générale pour racheter Lyxor, la marque de gestion d'actifs spécialisée dans les ETF de Société Générale, pour un prix en numéraire de 825 millions d'euros. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, tendance, mon ami. Chaque soir, le résumé complet du jour sur les marchés européens, notamment après la clôture. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance marquée par la publication des indices PMI en zone euro, mais aussi par l'attente des minutes de la Fed aux États-Unis. Le CAC 40 qui dans le détail perd 0,01% et reste donc au seuil des 6130 points ce soir. Du côté des indices PMI, tout d'abord, ceux-ci traduisent une reprise de l'activité en zone euro encore plus marquée que celle anticipée lors des premières estimations. Le PMI composite ressort à 53,2 points en zone euro au mois de mars, à 51,5 points en Allemagne et à 50 points tout juste en France. Des progressions portées par le secteur manufacturier, mais aussi par un rebond dans les secteurs des services de la zone euro. À ce sujet, l'Institut IHS Markit, à l'origine des indicateurs, constate que les mesures de restriction récentes ont un impact beaucoup plus limité sur l'activité dans le secteur des services en zone euro. Un contexte favorable qui fait suite au rehaussement des prévisions de croissance du FMI est confirmé encore aujourd'hui par la banque JP Morgan Chase qui annonce de son côté que les plans de Joe Biden combinés au soutien de la Fed et à la stratégie de vaccination devraient, selon elle, soutenir la croissance jusqu'en 2023. Les investisseurs attendent cependant à présent de savoir si cela se traduit dans les résultats des entreprises et les attentes sont fortes sur le sujet. Selon les données compilées par l'agrégateur de données Refinitiv, les profits des entreprises du S&P 500 sont attendus en hausse de plus de 24% sur un an par les analystes au premier trimestre 2021. En Europe, les attentes passent même à une progression de 47% sur un an en ce qui concerne les entreprises du Stoxx 600 à cause notamment de l'impact de la pandémie sur les résultats à la même période l'année dernière.
En attendant, les investisseurs découvriront ce soir à 20h les minutes de la Fed dans lesquelles devrait être détaillé le calendrier d'une potentielle remontée des taux de la réserve fédérale. Mais aussi, les investisseurs chercheront également à connaître le détail des avis et positions sur le sujet des différents gouverneurs de la Fed. On regarde rapidement les rendements obligataires américains qui sont ce soir aux alentours des 1,64% à la clôture parisienne. Et notons d'ailleurs que le déficit commercial aux États-Unis atteint 71,1 milliards de dollars au mois de février, traduisant une reprise des importations plus importante que celle des exportations sur le mois. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris ce soir, Société Générale et Amundi sont en négociation exclusive pour la cession de Lyxor pour un montant de 825 millions d'euros. Une acquisition qui fera d'Amundi le deuxième fournisseur d'ETF en Europe avec 124 milliards d'euros d'actifs sous gestion, donc de la filiale Société Générale. Société Générale qui ce soir gagne 0,07%. EDF bénéficie de son côté de l'annonce selon laquelle l'État français chiffre à environ 10 milliards d'euros le rachat des parts des actionnaires minoritaires dans le cadre du plan de réorganisation du groupe voulu par l'État français. L'État français qui prévoit de créer une société mère aux différentes activités énergétiques du groupe, une société mère 100% renationalisée. EDF qui s'apprécie ce soir de 10% à la Bourse de Paris. Et on notera également qu'Atos bénéficie de son côté d'une information selon Bloomberg, selon laquelle les analystes d'Exane BNP Paribas considèrent que la SS2I pourrait être une cible intéressante pour Capgemini au vu de leur valorisation opposée. Atos qui gagne ce soir environ 3,7%. Et enfin, on pensait que les accusations de fraude et de blanchiment étaient de l'histoire ancienne pour Solution 30 depuis l'audit mené par plusieurs cabinets dont Deloitte. Mais le fonds activiste Muddy Waters en remet une couche et estime de son côté que le rapport en question contient des éléments accablants. Le titre perd ce soir environ 14%. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale en France, mais aussi des prix à la production en zone euro avant les traditionnels chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis. Côté entreprise, Michelin détaillera sa stratégie au sein d'une journée d'investisseurs, tandis que IP Group ou encore Médian Technologies publieront leurs résultats annuels. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, le directeur des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à vous, bienvenue à David Calfon également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso IS et Frédéric Rosier qui est avec nous également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau et compagnie. Je voulais qu'on mette ces quelques deals à la une et notamment le deal emblématique du jour qui concerne votre industrie, l'industrie de la gestion. Il y a plein d'angles d'attaque possibles pour s'intéresser au sujet Amundi Lyxor. Amundi qui est donc en négociation exclusive avec Société Générale pour racheter sa filiale de gestion d'actifs spécialisée dans les ETF, la gestion passive comme on l'appelle, pour 825 millions d'euros. Vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce sujet, David. En tout cas, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est ce que vous me disiez avant le début de l'émission. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce deal ? Quand on a affaire au leader de notre industrie, voilà, on ne peut pas ne pas être... ne pas s'intéresser à ce qui se passe. C'est quand même un deal qui est emblématique, un acteur qui est emblématique, c'est quand même Amundi qui est dans le top 10 mondial de l'asset management, de la gestion d'actifs. Seul européen à l'être. Le seul européen, exactement. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on peut quand même se féliciter d'une chose dans ce deal, c'est que Lyxor resterait français. C'est déjà pas mal, parce que Lyxor était également un nom qui était bien reconnu, une marque bien installée, donc quelque part un petit peu de chauvinisme, mais c'est quand même bien de voir notre champion mondial de l'industrie se consolider, etc. Voilà. Donc ça c'est vraiment le premier point qui est bien. Après, comme vous le disiez, c'est un rapprochement qui est assez naturel. Deux acteurs qui ont déjà eu l'habitude de travailler ensemble, puisque Amundi, ce n'est autre que le résultat de la fusion entre Crédit Agricole Asset Management et Société Générale Asset Management. Là aussi, des choses très naturelles. On reste quand même assez en famille. Alors après, les ETF, ça, c'est quand même un point qui est quand même clé, puisque Lyxor, c'est 124 milliards d'euros d'encours. Et sur ces 124 milliards d'euros d'encours, il y a 77 milliards d'euros d'encours en ETF. Ouais. Et c'est à peu près 7,5% de part de marché, du marché des ETF
Donc c'est en Europe. Donc c'est un acteur majeur. Il y a aussi une plateforme de gestion alternative qui représente à peu près 47 milliards d'euros d'encours pour Lyxor et qui est également de très bonne réputation et qui est quelque chose d'intéressant. Alors pour Amundi, Amundi a déjà fait un pas dans le marché des ETF et c'est pas tout à fait étonnant parce que j'ai envie de dire quand on est un acteur qui se veut industriel, l'ETF c'est la magie. Il n'y a jamais de surprise. Vous éliminez le risque commercial. Vous n'avez jamais un gérant star qui vous quitte. Vous n'avez jamais un gérant star qui vous demande une superbe augmentation parce qu'il a une performance merveilleuse. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, tout ce risque s'élimine. Et quand on pense que le premier débouché de l'Amundi, il ne faut pas oublier, c'est quand même la base, c'est le réseau. Crédit Agricole, une banque de réseau. Quand on a une banque de réseau avec des investisseurs retail, quelle sécurité, quelle tranquillité de pouvoir se dire que ce qui est distribué dans le réseau, finalement, on n'a jamais de surprise. C'est toujours la performance du marché. Quand on regarde, David, alors j'ai pas la liste en tête du top 10 des asset managers mondiaux, mais je sais qu'on y trouve BlackRock, forcément, Vanguard, on doit trouver State Street également pas très loin, Amundi. Déjà, rien que ces quatre-là, ce sont les plus grands fournisseurs d'ETF au monde. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour la gestion active dans le futur de votre industrie ? Alors, au contraire, je pense que justement, ça laisse de la place. Bon. On va laisser tous plus il y ces a acteurs d'ETF, se concentrer. plus il y a de place pour la gestion active. Plus l'ETF devient mainstream, effectivement, plus on peut se différencier avec de la gestion active. Mais la vraie question, c'est pas de savoir si la gestion active fait mieux ou moins bien que la gestion passive. Un peu quand même. Oui, mais la vraie question, par définition, l'ETF ne peut pas faire moins bien que le marché, puisque c'est le marché. Donc voilà. Après, il faut juste s'interroger sur la philosophie qu'il y a derrière la gestion passive. La gestion passive, on achète des indices. Le plus souvent, ce sont des indices qui sont pondérés par les capitalisations boursières. Cela veut dire qu'on va acheter des titres au moment où ils rentrent dans l'indice. Et donc, on va saluer la performance boursière passée. Je vais pas redonner l'exemple de Tesla, qui est quand même rentré dans le S&P 500 et donc dans tous les ETF actions américaines de la planète, une fois que le titre avait été multiplié par 9 en moins de 12 mois à peu près. Voilà. Donc, si moi, personnellement, en tant qu'investisseur, ce type d'attitude me dérange. Voilà. Acheter un titre qui vient de faire x9, c'est compliqué. Et alors, quels sont en face, tour de table et réactions après, mais quels sont en face les arguments que la gestion active a à faire valoir, David ? Justement, c'est l'agilité, la mobilité, la capacité justement d'aller chercher des histoires qui n'ont pas encore fait x9 et de faire du travail fondamental pour identifier justement les gagnants de demain. Alors, réaction, Gilles, Frédéric. Pour aller un peu dans le même sens, moi ce que je dirais... Sur le deal aussi, ça m'intéresse. Alors, le deal. Sur le deal, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement... Aujourd'hui, Amundi est sans doute un bien meilleur actionnaire de Lyxor que ne l'était Société Générale. Parce qu'ils ont un réseau de distribution qui est plus large, et donc ils vont être en mesure de collecter bien plus sur une plateforme, en plus de pouvoir l'intégrer et de faire des synergies, ils vont pouvoir, ce qu'on appelle leverager, les produits existants, et donc démultiplier la puissance commerciale de ce qu'était Lyxor. Donc, Amundi est bien évidemment un bien meilleur acteur que n'était Société Générale. Et donc ça, pour ça, moi, c'est le seul commentaire que je ferai. Je ne connais pas les chiffres aussi bien, mais c'est vrai que la gestion ETF, c'est avant tout un business de taille. Donc, il faut grossir. Sur les ETF par rapport à la gestion active, je pense que vouloir confronter les deux, c'est faire fi d'une erreur de raisonnement intellectuel de base, qui est de dire la performance annuelle n'est pas la suite de résultats de performance annuelle n'est pas une performance équivalente sur une durée. C'est-à-dire que les performances dans la durée ne se cumulent pas, elles se composent. Et donc vouloir dire que effectivement un gérant, on prend toujours l'histoire un gérant ne peut pas battre l'indice 5 années de suite. Mais un gérant n'a pas besoin de battre l'indice 5 années de suite en réalité pour battre le marché sur la durée. Sur les 5 ans. Sur les 5 ans, parce que la performance se compose. Et donc, en réalité, vouloir dire, oui, chacun d'entre nous, j'imagine, n'a fait pas mieux chaque année, ou alors sinon, on serait tous déjà richissimes, alors on ne l'est pas encore. Donc on n'a pas trouvé la martingale. Maintenant, moi, je regarde mes performances depuis que je fais ce métier, depuis 20 ans. Sur 20 ans,
je fais beaucoup mieux que l'indice. Qu'un ETF, que l'indice. Qu'un ETF. Sur les stratégies qu'on a lancées sur la zone euro depuis 2008, on fait 60 points de mieux qu'un ETF. Donc, et je pense que je suis pas un cas unique. Et à quel moment est-ce que la gestion active, justement, arrive à creuser l'écart avec la gestion passive? Dans quel type de marché? Ça va dépendre de stratégie. D'abord, ça va dépendre des... L'an dernier. Ça va dépendre des stratégies d'investissement, puisqu'on ne va pas tous rechercher exactement les mêmes choses. Mais effectivement, sur des années comme l'an dernier, moi j'ai des fonds qui ont pu finir légèrement positifs, alors que les marchés étaient négatifs. Donc ça va dépendre d'une année à l'autre. Et donc je pense qu'il faut absolument garder en tête que les performances ne s'additionnent pas, elles se composent. Ouais, je comprends bien. Et donc ce que ça veut dire, et ça pose la question de dire quelle est ma durée d'investissement. Et donc on revient à la question de base, c'est pourquoi j'investis, avec quel objectif. Et la réalité, c'est que du coup, effectivement, si on investit dans une horizon de court terme et donc dans un objectif d'allocation, l'ETF est très certainement un très bon outil pour avoir une exposition à un instant T à un marché. Si on veut faire de l'investissement et qu'on parle d'investissement, donc avec une notion de durée, je pense qu'il vaut mieux oublier les ETF. Frédéric, vos commentaires sur plusieurs réflexions. le deal. Alors, on n'est pas averse aux ETF parce que même nous, dans nos gestions, il nous arrive d'utiliser des ETF. Alors, c'est une industrie qui a été extrêmement déflationniste pour l'ensemble du secteur de la gestion, puisque vous avez des ETF aujourd'hui à 3 bips, c'est-à-dire 0,03. Donc, c'est vrai que... De frais de gestion. De frais de gestion. Donc, on n'imagine même pas un gérant qui est derrière ses écrans, qui bosse, s'aligner sur ce genre de tarif. La réflexion sur les performances, c'est bien simple. L'année dernière... Alors, l'histoire sur 10-20 ans aux États-Unis, par exemple, il y a moins de 5% des gérants qui battent l'indice depuis 20 ans. Évident qu'avec des Microsoft, des GAFA, et tout ça, c'est très difficile à suivre. Mais on s'est aperçu que l'année dernière, en une année, ils ont pris de la surperformance, ne serait-ce que sur les 10 dernières années. Ça va très très vite dans des marchés très volatiles. Donc ça, c'est une des réflexions. Deuxième réflexion, c'est Amundi, effectivement, c'est la taille critique. Vous savez que les grands théoriciens du Big Short et du cataclysme, c'est la taille des ETF et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, les Wilson Street, par exemple, c'est des ETF qui pèsent des dizaines et des dizaines de milliards. Et que... Ce sont les produits les plus échangés au monde aujourd'hui. C'est pas l'action Apple, c'est pas l'action Microsoft, c'est souvent des ETF qui sont les plus. Et pour vous les dire plus un peu dans la réflexion, c'est les rebalancing qu'on surveille maintenant sur les ETF en disant tiens, quel titre va monter parce qu'il y a un rebalancing qui va s'opérer, donc forcément l'ETF va acheter 3 à 4%, au regard de sa capi, il y a 100 milliards sur l'ETF, donc ça va faire monter de temps. Voilà la réflexion. Donc la question, c'est à un moment donné, on risque d'avoir des gros problèmes lorsqu'il y aura des sorties d'ETF sur des gros mouvements, par exemple. Parce ça fait 10 ans que j'entends ça, Frédéric. Je sais. Est-ce qu'il y en a déjà eu vraiment des problèmes systémiques liés à cette industrie? Mine de rien, on avance quand même, parce que quand on parle de fusion d'Amundi ou de Lyxor et qu'on a des ETF sur indiciels qui vont à un moment donné fusionner et autres, on va avoir des tailles qui vont être assez conséquentes, et donc le poids de ces ETF et des rebalancing et des ressorties, ça peut être relativement important, parce que les sorties se font à pondération des actions. De l'indice. Donc attention à ça quand même. Donc nous, sur cette fusion, c'est un regard qui est bienveillant parce qu'effectivement, on le sait, c'est des économies d'échelle. Donc c'est tout à fait naturel qu'on ait une hausse des assets. Je trouve que Lyxor a été hyper innovant, il faut le reconnaître. On a tous profité de Lyxor pour cette expertise, notamment dans l'émergent, pouvoir mettre dans des PEA de l'Asie, de la Chine, de la Russie et des États-Unis, du Nasdaq et autres. Donc c'était une industrie hyper innovante. Maintenant, attention, à mon avis, c'est le risque de taille. Et aujourd'hui, on voit que des marchés qui sont très thématiques quand même. Et nous, dans notre approche sur les ETF, c'est dire on est capable de faire nous-mêmes des ETF. C'est-à-dire qu'on est capable de packager aujourd'hui sur des thématiques, sur un panier des ETF. Ouais. Donc, aujourd'hui, la gestion active, quelque part, s'aligne aussi sur les méthodes des ETF et arrive à encapsuler, sous forme de certificats ou d'ETF, des paniers de valeurs. Oui, parce qu'on parle d'une gestion passive qui est devenue aussi une gestion smart bêta. Oui. Une gestion aussi de plus en plus tournée vers l'ESG ou l'investissement socialement responsable. Il y a encore quelques années, on me disait non, mais ça restera l'apanage des gérants actifs parce que c'est une gestion de conviction. Aujourd'hui, dans l'industrie des ETF, ils vous disent tous nos ETF vont être ESG ou labellisés. Quand même. Honnêtement, franchement, là vous avez de la chance, vous avez des acteurs de l'ESG ici présents. Donc, pour l'instant, c'est des approches honnêtement qui sont light, qui ont commencé par l'exclusion. Donc, on ne va pas dire que de l'ESG par exclusion en disant on va enlever une boîte parce qu'elle fait du tabac.
c'est de l'ESG pur. Le vrai travail de l'ESG, j'étais encore avec une société hier, c'est un travail qui demande énormément d'énergie, énormément de moyens, et on ne peut pas se cantonner à faire de l'ESG par l'exclusion. Alors c'est vrai qu'il y a une réaction, on voit par exemple des HR et autres travailler un peu sur cette thématique-là, mais avant qu'ils arrivent, alors après ça va vite, mais qu'ils arrivent à un niveau d'expertise qu'on a pu développer, notamment en France, avec des sociétés de gestion comme les nôtres, dans l'ESG, je pense qu'il y a un peu de boulot, honnêtement. Oui. Gilles. Et l'ESG, c'est effectivement quelque chose qui demande un engagement important dans le dialogue avec les entreprises. Pour effectivement rentrer dans le détail, de savoir pourquoi ou comment les décisions vont être prises, comment les capitaux vont être alloués. Donc c'est un dialogue au quotidien avec les entreprises. Et ce n'est pas quelque chose juste qui est fait sur une base quantitative ou sur une base de recherche de mots-clés dans un rapport annuel. Parce qu'aujourd'hui, l'approche quantitative... Je ne sais pas, Amundi, ils ont quand même la possibilité d'avoir un dialogue avec les entreprises aujourd'hui. Alors, peut-être pas sur la partie l'ETF, ESG, mais oui. Sur la partie ETF, la question, c'est qu'en fait, la question ne se pose pas. Ou alors, c'est quelque chose qui se fait en amont de l'ETF. Mais une fois que l'ETF est fait, il est constitué. Donc, il n'y a plus de lien qui dure au quotidien, quoi. Ouais. Et après, juste un point qu'il faut voir sur l'ESG, c'est que c'est une matière qui est vivante. Et donc, effectivement, on peut répliquer, on peut intégrer des notes de manière assez quantitative, assez, je dirais, basique, comme on a pu le faire à une certaine époque, mais de nos jours où on a constamment des nouveaux types de données qui apparaissent, il y aura toujours un écart entre la gestion active où justement on est capable d'intégrer ces données de nouvelle génération. Je prends l'exemple des données carbone. Au début, on était juste sur... OK, on va éliminer les énergies fossiles juste au niveau sectoriel. Et puis après, on s'est posé la question en disant, très bien, et puis le scope 1, le scope 2, le scope 3, le scope 4. Voilà. Et on commence à avoir des données pour intégrer le risque climatique qui ne sont pas, pour le moment, qu'on ne retrouve pas pour le moment dans la gestion passive. Alors peut-être que demain, ça sera intégré dans la gestion passive, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y aura d'autres générations de données qui seront là et d'autres manières d'approcher le système toujours plus innovant. Oui, permettez juste pour vous offrir... Je vois que le sujet est... Pour vous offrir une transition en plus. Je parlais typiquement un cas récent, c'est Atos, hier. Donc en gros, vous avez une entreprise aujourd'hui qui est labellisée ESG. Pour le coup, c'est une société que beaucoup de sociétés ESG... Atos, vous dites c'est darling des investisseurs ESG. C'est en tout cas, depuis l'époque Breton, il y a vraiment une politique sociale qui a été mise en place au sein de cette entreprise, parce qu'on est aussi dans la digitalisation. Donc forcément on décarbone aussi. Et là, vous avez un événement comme hier, qui honnêtement, dans une gestion passive, il n'y a pas de sujet, mais hier, quand on a une information, ou avant-hier, quand on a une information sur d'éventuelles failles au niveau de la comptabilité dans une antenne américaine, c'est une réflexion que le gestionnaire actif va avoir instantanément sur la gouvernance, comment la transparence des données, et c'est ça la réactivité, et ce qui fait la différence encore aujourd'hui entre un gestionnaire actif ESG qui fait un travail au quotidien et des gens qui travaillent encore sous données et qui en plus sont benchmarkés par un indice ESG. On va revenir sur le dossier Atos avec l'idée de Capgemini qui pourrait être un acquéreur pour Atos. C'est ce que proposent en tout cas les analystes d'Exane BNP Paribas. Juste un mot encore du deal. Est-ce que alors, la cession de Lyxor par Société Générale était déjà flaguée, annoncée, prévue? Est-ce que ça nous dit quelque chose de la stratégie de Société Générale pour l'avenir? On comprend celle d'Amundi. Je pense pas si. Je sais pas. Alors la stratégie, je pense qu'on est en train de solder un peu les années un peu délicates de Société Générale. Ouais. Donc on voit qu'il y a une meilleure fortune depuis quelques temps. Donc je pense que c'est effectivement une volonté peut-être de repartir. C'est pas une erreur stratégique de Société Générale de céder une marque qui est une belle marque. Non, je pense que c'est la volonté aussi de passer à autre chose et de reformater le groupe. Après les échecs de 10 ans d'échecs quand même sur Société Générale, il faut le reconnaître. Et là, c'est vraiment la transition qui s'accélère avec honnêtement des résultats financiers qui s'améliorent. Et il faut reconnaître, Gilles, c'est aussi la reconnaissance que c'est sans doute pas le meilleur actionnaire de ouais, c'est ce que vous disiez. Et donc, aujourd'hui... Pas le plus à même de faire fructifier cette marque Lyxor. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par un prix de cession qui était bien au-delà de toutes les anticipations qu'on pouvait avoir. Parce qu'effectivement, Amundi est bien plus à même de créer de la valeur avec Lyxor. Donc finalement, c'était dire, on a un actif qui est sans doute pas mal, mais dont on ne peut pas tirer le plein potentiel. Et finalement, effectivement, on n'est pas au mieux. Finalement, autant vendre cet actif qui finalement, chez nous, n'est pas au meilleur endroit. Un mot encore là-dessus, David, je ne sais pas, il va y avoir beaucoup de doublons entre les ETF de Lyxor, Société Générale et ceux d'Amundi. Est-ce que le fait que Amundi rachète
un des acteurs importants en France et en Europe? Est-ce que ça fait baisser l'intensité concurrentielle? La promesse des ETF, vous l'avez tous dit, c'est des frais de gestion quasiment nuls par rapport aux frais de la gestion active. Est-ce que ça peut, je sais pas, est-ce que ça peut amener un peu de réinflation, de reflation dans ce monde de l'industrie de la gestion passive? Alors non. Ça j'y crois pas du tout. Je n'y crois absolument pas. Il ne faut pas oublier que on a certains gérants internationaux qui ont des ETF à 0 de frais de gestion. Donc non, il n'y a pas d'inflation possible dans la gestion d'actifs sur le pricing des ETF, sur les frais de gestion. Voilà. Mais en revanche, effectivement, ça permet de rester dans la course en faisant augmenter la taille des actifs. Et en tous les cas, c'est pas en fusionnant des équipes de gestion d'ETF qu'on va créer beaucoup de casse sociale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de besoin de gérants pour gérer des ETF. Voilà. C'est l'intérêt des ETF, vous dirait Yves Perrier, mais il était venu le dire sur ce plateau, toujours directeur général d'Amundi. En passation de pouvoir, voilà, il n'y a pas de problème de gérant avec les ETF, effectivement. Le dossier Atos, alors ce qui m'intéresse dans le dossier Atos, oui, c'est vrai que le groupe a fait l'actualité là récemment avec, vous le rappeliez, peut-être des faiblesses à nouveau dans la comptabilité de certaines entités. Non, l'actu du jour, c'est cette note d'Exane BNP Paribas qui propose, pourquoi pas, que Atos soit une cible intéressante pour un Capgemini. Et c'est vrai que, je le disais en introduction, les deux groupes sont aux antipodes, notamment en matière de valorisation boursière. On a un groupe qui pèse 25 milliards, Capgemini, et l'autre qui pèse 6 milliards. En termes de multiples de valorisation. Et en termes de multiples de valorisation. Simple double. D'un côté, on a Capgemini avec de la croissance, une pérennité dans la croissance. Atos, les bonnes années, à 2%, on saute au plafond. Donc c'est une société qui a du mal, qui est toujours en restructuration, qui a du mal à générer de la croissance, qui est sur des métiers historiques qui sont un peu plus dans le dur, c'est ce qu'on appelle les infrastructures. Et on l'a vu, par exemple, dans les communications récentes d'Atos, c'était une volonté de faire quelques petites acquisitions, de se développer. Il y a eu une très mauvaise communication sur une acquisition aux États-Unis d'EXC qui faisait de l'infrastructure, la même taille que Atos. C'était 10 milliards, c'est 10 ça, milliards. on parlait de 10 milliards. Société qui était en décroissance depuis 2-3 ans. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une défiance vis-à-vis de la société de management d'Atos depuis maintenant pas mal de temps, et l'histoire par exemple des problématiques entre guillemets de comptabilité aux États-Unis dans la filiale américaine qui représente à peu près 10% de l'EBITDA d'Atos, c'est quelque chose qui est assez récurrent, puisqu'il y a 3 ans Crédit Suisse, Brannigan faisait une note sur ce qu'on appelle les DSO, c'est en gros gonfler derrière le résultat de la société par les cash flows et l'écart entre fournisseurs et clients, donc de facturation. Donc c'est des problématiques malheureusement sur Atos, des fois qui sont fondées, des fois moins fondées. C'est Atos spécifique ou c'est générique au secteur des SS2I, à la manière dont fonctionne ce secteur? Pour le coup, c'est vraiment classique au secteur des SS2I, mode de fonctionnement. Ce qu'on a reproché à l'époque Atos, c'est d'élargir un peu les délais de règlement et de gonfler artificiellement la génération de free cash. Donc voilà, c'est une critique qui était entendable. Simplement, la note était finalisée par le mot arrangement financier. Et quand vous êtes américain et vous levez le matin... On a vu fraude comptable, quoi. Non, mais j'y vais un peu direct, mais c'est un peu comme ça que ça avait été perçu. Je me souviens très bien de ce moment il y a 3 ans, effectivement. C'est un peu comme ça que ça avait été perçu par le marché. Quand vous réveillez le matin et que vous voyez problème sur la comptabilité d'une partie d'Atos aux États-Unis, vous avez un réflexe qui est tout à fait naturel. La bête noire des investisseurs. Voilà. Donc c'est vrai que vous êtes dans un secteur qui est problématique. Par contre, et donc Capgemini sur Atos. Alors ce qui est intéressant pour Capgemini Atos, c'est que pour le coup, si on a des vues d'infrastructures qui ont tendance effectivement à être peut-être un peu plus intéressantes, parce qu'on a vu qu'avec la pandémie, la nécessité de cloud, d'investissement dans ce domaine est beaucoup plus importante. Et donc les deux entités rassemblées sur la partie US, par exemple, donc on les compare souvent avec Accenture, donnent du sens pour concurrencer Accenture sur tous les marchés propres à ces deux entités une fois réunies. Maintenant, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit hyper évolutif sur Capgemini. Je serais actionnaire de Capgemini. Ça m'inquiéterait un petit peu ce genre de deal. Voilà. En tant qu'actionnaire d'Atos, je suis au plafond, mais honnêtement, en tant qu'actionnaire du Capgemini, au regard de la croissance embarquée des métiers d'Atos aujourd'hui, je serais beaucoup plus réservé, honnêtement, à part peut-être la partie cybersécurité qui est peut-être la pépite qu'on pourrait trouver dans ce deal. Gilles Guibout, qu'est-ce que vous pensez du rationnel de cette idée mise en avant par les analystes d'Exane aujourd'hui? Alors,
Il y a ce que disait Frédéric, effectivement, il y a peut-être l'intérêt qui pourrait naître pour un Capgemini de se renforcer sur le côté infrastructure qui, dans le cadre de la transformation digitale, reprend peut-être un peu plus d'intérêt. Mais au-delà de ça, ce que ça illustre, on avait eu il y a quelques mois des rumeurs sur Orange qui aurait pu faire un bid. Ce que ça illustre, c'est sans doute le niveau de valorisation excessivement bas d'un Atos. C'est une des rares valeurs aujourd'hui sur la Bourse de Paris qui va se valoriser sur une base des cash flows disponibles à plus de 10%. Pour vous donner une idée, le marché aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 3%. Donc ça veut dire qu'un investissement à 10% de free cash flow yield, vous avez remboursé vos investissements en 5 ans, en 6 ans. 3%, c'est beaucoup plus. Donc il y a sans doute une valorisation excessivement basse. Maintenant, sur le procès qui est fait à Atos, sur les taux de croissance qui sont bien inférieurs à ceux de Capgemini, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que ce soit un bon procès. Parce qu'en réalité, c'est deux sociétés qui font deux choses complètement différentes. Atos, par nature, est né sur l'outsourcing des infrastructures informatiques des entreprises. Et quand ils prennent un contrat, généralement, c'est un contrat d'outsourcing donc, qui induit des clauses de baisse de prix chaque année. Ça veut dire qu'effectivement, chaque année, Atos commence l'année, et c'est 70%, c'était baisser sa structure de coût. Avec un chiffre d'affaires qui, chaque année, va baisser de 2%, avant même qu'ils aient commencé l'année. C'est-à-dire que pour afficher 5% autour, ce qui pourrait être le niveau d'un Capgemini, alors un Capgemini, il met un peu plus. Ça veut dire qu'en réalité, il faut qu'il court 2 fois plus vite. Donc en réalité, on est sur deux choses qui sont complètement différentes. Donc je pense que le procès qui est fait à Atos, c'est un procès de gens qui regardent la tech en disant la tech ça doit croître et Atos ne croit pas. Et c'est vrai parce que en réalité c'est déjà un exploit de maintenir compte tenu de la nature historique de leur business et que c'est un business beaucoup plus récurrent. Dans d'autres industries, on va payer une prime pour avoir des business récurrents qui génèrent du free cash flow. Le management précédent, mais y compris actuel, avait beaucoup travaillé à améliorer la comptabilité de Atos. Ils avaient fait un gros parcours. Il restait encore quelques éléments. Ça, c'était un des derniers éléments à faire. Bon, ben voilà, ça sera l'occasion de le faire. Mais je pense que le jugement est sans doute un peu sévère. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde ça, je comprends pourquoi aujourd'hui, Atos à 58, ça peut intéresser. Parce que pour un fonds de private equity, on pourrait facilement se dire, on rachète ça, on a les cash flows de l'infrastructure qui viennent rembourser, il n'y a pas de dette aujourd'hui sur Atos, donc on peut facilement leverager, et on ferait un business... Ah oui, donc c'est pas la même logique, c'est plutôt pour vous une cible de private equity, plus que d'un industriel comme Capgemini. Mais un Capgemini pourrait récupérer la cybersécurité, regarder les actifs, et vendre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce qu'on peut reconnaître à Atos en revanche, c'est sans doute une communication maladroite sur des XEC. Effectivement, ça a fuité, ils en ont parlé. C'était sans doute pas la chose la plus heureuse parce que c'est pas là où on les attendait. Maintenant, on peut pas reprocher à un management qui avait annoncé qu'il regardait des activités transformantes de s'intéresser aux possibilités qui lui sont offertes. Ils n'ont pas été au bout du process parce qu'il a fuité ou parce que c'était pas intéressant. Eux ont tendance à dire que c'est parce que c'était finalement pas intéressant. Et que des XEC étaient trop gourmands. Après que le marché ait indiqué à Atos que c'était peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Maintenant, c'était des deals qui rentraient dans ce qu'ils savaient faire. Il y avait énormément de scepticisme quand ils ont refait Siemens. Siemens, ça a permis de créer énormément de valeur. Et c'est leur manière de faire, prendre des entités ou des boîtes qui sont mal en point, qui restructurent et qui intègrent. Disons qu'ils savent faire. Et donc, effectivement, ils auraient pu faire quelque chose. Est-ce que c'est là où on les attendait, effectivement, là où on voudrait qu'ils redynamisent leur chiffre d'affaires c'est sans doute pas ça qu'on attendait. Et donc, c'était sans doute maladroit. Et ça, donc, la communication autour de ça n'a pas été la plus optimum. Et c'est vrai que cette erreur... Ce qu'il faut retenir de cette erreur de communication, c'est que les comptes, ce qui est quand même important, ont été certifiés. Non, mais les comptes ont été certifiés, donc on n'est pas dans une fraude. Il y a des réserves sur la façon de reconnaître, de comptabiliser les reconnaissances de revenus. Donc on est quelque chose qui est somme toute assez mineur. Mais en revanche, ce que ça traduit la réaction du cours de bourse, c'est le niveau de nervosité qu'il y a autour de cette société, qui dans un secteur où on a de la croissance, n'a pas de croissance. Et mais donc, en réalité, elle est pas je comprends que l'idée de l'analyse d'Exane, effectivement, elle sort pas de nulle part, et c'est quelque chose qui peut être légitime. Et je pense qu'effectivement, dans un moment où les entreprises sont riches et où les private equity sont riches,
l'idée n'est pas complètement saugrenue. Il nous reste 10 minutes pour parler de fiscalité. Le U-turn fiscal des États-Unis, David Calfon, pour varier un peu les plaisirs, mais là on a déjà Mondial. 2 bons sujets traités derrière nous, et puis la question de la fiscalité. Alors, le boom économique américain, impressionnant évidemment, et le U-turn fiscal, non seulement on va taxer un peu plus les corporates américains sur le sol américain pour financer en partie le plan de relance par les infrastructures, mais en plus, on s'assoit à nouveau à la table des négociations internationales au sein de l'OCDE pour pousser l'idée d'un impôt minimum mondial pour les grandes multinationales américaines, mais pas que. C'est ce que nous a dit Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor avant-hier. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment le gros volte-face aux États-Unis, mais auquel on... Alors, je ne vais pas dire qu'on pouvait s'y attendre, mais effectivement, on savait bien qu'on n'allait pas rester sur la tendance du précédent président. Voilà, donc ça, les choses sont quand même assez claires. Donald Trump, il a pris le taux d'imposition de 35%, il l'a amené à 21%. Là, Biden nous parle de le remonter à 28%, donc on fait que la moitié du chemin. Non, ce qui est intéressant là-dedans, quand on parle de changement de paradigme, c'est qu'on revient sur... C'est le grand retour de l'État, mais de l'État comme allocataire d'actifs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on va prendre des bénéfices, on va taxer des bénéfices pour les redistribuer vers d'autres secteurs qui ont manqué cruellement d'investissement ces dernières années, donc les infrastructures, pour ne pas les nommer. Mais effectivement, qui paye le plus d'impôts, qui pourrait payer, qui n'en paye pas assez. Voilà, qui n'en paye pas assez. Plutôt, voilà. La question. Ce sont effectivement toutes les sociétés, les plus gros montants de bénéfices sont quand même très concentrés sur un nombre extrêmement faible de sociétés dans le monde. Ce sont les fameux GAFA, etc. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une taxe GAFA? Mais même le secteur de la techno dans l'ensemble. Et ce que l'on voit bien, c'est que... Techno, pharma, voilà, c'est les secteurs qui sont cités quand on parle de l'impact de ce genre de mesures. Les noms qui sont clivants. Il faut aussi maintenant essayer de reconnecter. On parle beaucoup de marchés financiers, d'économie, etc. Mais les enjeux qui sont là dépassent largement ce contexte-là. On est dans un contexte où il y a quand même des enjeux sur la démocratie. On l'a vu aux États-Unis avec l'événement du Capitole. Donc l'idée de dire non mais c'est normal, il y a des gens qui deviennent milliardaires et qui ont des dizaines de milliards, etc. Aujourd'hui, c'est Jeff Bezos qui a applaudi en disant oui, taxons davantage, etc. Alors effectivement, il ne paye pas beaucoup d'impôts. Mais... Oui, venant d'une boîte qui déjà ne paye pas toutes les taxes qu'elle pourrait ou qu'elle devrait payer, qu'elle pourrait payer, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'illégalité là-dedans. Mais je pense que, de même que les plus riches sentent bien que les écarts et les inégalités sont poussés à un niveau qui est tel que s'il n'y a pas un minimum de redistribution, ils ne vont pas pouvoir en profiter très sereinement de leur fortune. Parce que oui, c'est très vrai aux États-Unis, ce que vous dites là. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Aux États-Unis, on peut regarder chez nous un petit peu. Alors, ça a eu une échelle beaucoup plus faible, mais on a quand même eu des gilets jaunes qui sont apparus et ils ne sont pas apparus juste parce que tout allait bien. Voilà. Donc, effectivement, il y a une redistribution, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que cette redistribution, elle se fait pour préparer l'avenir. Et donc, elle se fait de manière très intelligente aux États-Unis, puisque ces investissements dans l'infrastructure, c'est investir dans la productivité, c'est remonter la croissance potentielle du pays pour les 10-15 prochaines années. Si on regarde, si on traduit ça en termes d'investissement, enfin l'enseignement pour l'investisseur, quand on garde justement cette vision longue, là, cette longue vue, David, qu'est-ce qu'il faut en retenir justement quand on est investisseur? Bien, il y a quelques filières. Il faut regarder où va être dépensé l'argent en tant qu'investisseur. Mais ça veut dire si la tech, par exemple, est celle qui va être le plus impactée par la hausse des sociétés, peut-être qu'il faut être moins investi, mais durablement, vous dites, sur la tech? Non, c'est pas forcément durablement, parce que ça va rester des sociétés d'innovation qui savent générer des cash flows, qui ont des business models qui sont bien installés. La tech d'aujourd'hui, c'est pas la tech du boom des années 2000, où il y avait que des business plans. Là, on a vraiment de l'argent qui rentre dans les caisses, donc c'est quand même important. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est effectivement ne peut-être pas avoir que ça dans les portefeuilles. Ne pas oublier qu'il y a d'autres filières qui sont intéressantes. Je m'attarderai juste une minute, si je peux, sur la filière de la mobilité électrique, qui, aux États-Unis, Biden fait ça de manière remarquable. Il prend la chaîne de A à Z. Il donne de l'argent, il met de côté des milliards d'investissements
aux fabricants automobiles pour moderniser leur chaîne de fabrication, à la filière batterie pour qu'il y ait des batteries au niveau national, pour installer des points de recharge de ces modes. Et finalement, des subventions aux consommateurs pour qu'ils puissent acheter le véhicule qui a été produit. Moi, je rajouterais les semi-conducteurs aussi. Et les semi-conducteurs. Et l'infrastructure. Et les routes pour rouler dessus. Voilà, exactement. Bon, l'idée que c'est la fin de la grande compétition fiscale mondiale à outrance telle qu'on l'a connue c'est de savoir depuis l'impact longtemps. aussi sur les IPS quand même, parce qu'il y a un impact, Les bénéfices par action. bénéfices par action, parce qu'il y a un impact, puisque effectivement, on estime aujourd'hui que. Alors vous parlez de quelle remontée de quelle taxe C'est-à-dire que si vous avez un taux taxe du plan d'infrastructure. Non, l'imposition. Si le taux d'imposition passe de 21 à 28. D'accord, c'est ça, d'accord. L'impact sur les bénéfices des entreprises, c'est techno, c'est aux alentours de 10%, entre 9 et 10%. Donc, effectivement, là, on peut se poser la question de savoir, effectivement... Alors, on n'a pas vu d'ailleurs de réaction, finalement, sur les technos. Les technos, elles n'ont pas baissé de 10%. Elles ont pas baissé. Les GAFAM, je crois, mis à part Amazon, elles ont toutes marqué des plus hauts historiques ces dernières semaines. Alors qu'effectivement, c'est les premières entreprises qui sont impactées. Donc, effectivement, le marché est dans une logique aujourd'hui où c'est une croissance qui va être pérenne, de longue durée. Et finalement, on assiste plus à un rattrapage par les infrastructures, les investissements de toute la filière, finalement, qui est sensible à ça, la construction et autres, qu'un effondrement des technos. On regarde les technos, si on regarde les GAFA, par exemple, ça n'a rien fait depuis le mois d'août. Vraiment, c'est à plat depuis le mois d'août. Petite faiblesse, mais ça ne s'est pas effondré. Et par contre, on a vu tout le reste monter. Et donc, on est un peu dans cette logique aujourd'hui de dire, les marchés, pour l'instant, il n'y a pas de raison objective à ce qu'ils s'effondrent. Peut-être les taux d'intérêt à un moment donné pourra effectivement provoquer ce mouvement-là. On a déjà fait un gros mouvement quand même sur les taux. Oui, mais ça va revenir, ça reviendra. Ne vous inquiétez pas. Le mot tapering, on en reparlera. Le mot, le mot, il faut le lâcher au bon moment et pas trop tôt ni trop tard. Et donc ça, on verra, mais ça reviendra. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais on est plus effectivement dans un mouvement de rattrapage des valeurs qui ont été massacrées ces derniers temps. La thématique reopening est une thématique qui est très très forte aujourd'hui sur le marché. Mais c'est encore vrai. Un an après ou 6 mois après l'annonce des vaccins, c'est encore vrai. Moi, je regarde le trade. Alors moi, par exemple, récemment sur les portefeuilles, j'ai acheté des valeurs, par exemple comme Compass, Sodexo. C'est d'ailleurs vraiment ce qu'on n'a pas envie. Les loisirs, des bookings, des choses comme ça. Voilà, sur l'aérien, oui, effectivement, on a encore une décote sur ces valeurs-là. Et ça, vous gardez ça? C'est pas ce qu'on achète plutôt. Ah oui. C'est pas qu'on garde, c'est qu'on achète. Aujourd'hui, il y a une normalisation à récupérer et une appétence pour la consommation qui arrivera au moment où tout va être réouvert. Je voyais Carnival aujourd'hui, donc le grand croisiériste, ils ont rempli leur carnet de commandes, mais je crois qu'eux-mêmes n'en reviennent pas. Sur l'année à venir, ils sont déjà au-delà des niveaux de booking de l'année pré-Covid. Comme ils disent, sans marketing, sans pub, sans rien. Les avions, Et alors que les bateaux sont toujours à quai, ils sont pas prêts de sortir. Il y a beaucoup d'économies à dépenser. Gilles, pour conclure, revenons sur la question de la fiscalité mondiale quand même. C'était le point de départ de la discussion. Fiscalité mondiale, je crois que l'Europe va pouvoir faire un grand merci à Biden, parce qu'effectivement, il y a une hausse des taux d'impôt, alors qui va impacter sans doute les GAFAM en priorité. Donc là, on parle de l'impôt minimum mondial, voilà. C'est ça. Mais en réalité, l'impôt minimum mondial, ça va surtout venir régler un point de dissension majeur au sein de l'intégration européenne. Puisque aujourd'hui, dans l'intégration européenne, un des points de dissension, c'est le taux d'impôt à 12% en Irlande, qui, si on a un impôt minimum à 21%, n'a plus lieu d'être. Bon, enfin, il va falloir le fixer à 21%. Oui. Non, mais il va falloir le fixer. Oui, mais d'accord, je comprends. Mais ça peut tuer les paradis fiscaux qui restent, quoi, si je comprends bien. Au sein même de l'Europe. Et donc, quelque part, ils vont nous aider à construire cette Europe dont on a tant besoin. Moi, je suis un éternel optimiste de la création européenne. Sans ça, on est quand même très mal. Donc j'espère qu'il y aura une marche en avant et que c'est fait un élément de plus qui va nous permettre d'aller dans cette direction. Bon, on s'arrêtera sur cette note d'optimisme vis-à-vis de l'Europe pour ce soir. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibou, le directeur des actions européennes d'AXA IM, David Calfon, le président de Sanso IS, et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau et compagnie, étaient nos invités ce soir.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à la biodiversité. Une interview de Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, qui était avec nous il y a quelques semaines en arrière pour évoquer ce thème de la biodiversité. On parle beaucoup de transition énergétique, de transition climatique. Le thème de la biodiversité est en train de monter également chez les investisseurs, dans les marchés. Écoutez à ce sujet donc Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, sur la nécessité d'intégrer les enjeux de la biodiversité dans sa gestion aujourd'hui. Comment définir d'ailleurs ce sujet de la biodiversité? C'était le sujet de cette interview. Biodiversité, c'est vraiment l'accent sur le concept de diversité. Donc diversité génétique, diversité des espèces, animales, végétales, diversité des écosystèmes. En gros, c'est cette diversité qui permet à la vie humaine d'être possible sur Terre. Et donc c'est ça qu'on doit préserver puisque c'est à la base de notre vie, de notre activité économique. Le WEF, le World Economic Forum, estime que la moitié du GDP mondial dépend directement de la biodiversité. Je peux faire des exemples très simples. Ah oui. Voilà, un agriculteur qui produit du bleu ou du riz dépend des pollinateurs et donc des petits insectes. Donc, pas mal d'activités corps en amont dépendent de la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est un thème crucial à mettre en avant dans les processus d'investissement. Effectivement. On a beaucoup parlé du climat, on parle beaucoup du climat. Ça a été le grand sujet de ces dernières années et des années à venir, bien sûr. Et là, le thème de la biodiversité est en train d'émerger, évidemment, à travers la finance responsable. C'est-à-dire que l'idée, concrètement, c'est d'aller chercher les entreprises qui vont avoir l'impact le plus large possible sur l'écosystème, sur la diversité de l'écosystème biologique, sur la biodiversité, pour dire les choses. Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Est-ce qu'on a déjà des indicateurs qui permettent, comme on a pu mesurer l'empreinte carbone d'une société, est-ce qu'on arrive à mesurer l'empreinte d'une entreprise sur son écosystème naturel? C'est justement ça la difficulté, c'est que pour le climat, heureusement, on a eu une métrique qui s'est affirmée tout de suite, la tente de CO2, qui est... Alors, je ne veux pas vexer ceux qui s'en occupent, mais c'est relativement simple à maîtriser et à calculer, puisque une tonne de CO2 produite en France, au Brésil ou en Chine, l'effet est le même. Donc, c'est facile de comptabiliser. Alors, quand il s'agit de biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça a un peu freiné, quelque part, l'intégration de la biodiversité dans les processus d'investissement, puisque, concrètement, comment on la mesure? Alors, aujourd'hui, vous avez... Alors, les catégories, c'est déjà un peu compliqué, mais ça aide quand même à fixer les idées. Vous avez deux façons de faire. Donc, une façon qui est un peu, entre guillemets, niche, dans laquelle l'objectif est vraiment d'aller restaurer de la biodiversité. Donc, c'est plutôt des projets, souvent c'est de la philanthropie, montrer qu'une voie alternative est possible. Mais après, on peut avoir... un impact beaucoup plus important en utilisant le levier quelque part, donc le levier pas financier, mais disons l'échelle que les grandes entreprises peuvent avoir, celles qui veulent vraiment s'engager. Et donc aller chercher de l'impact à travers des sociétés qui maîtrisent le sujet, qui sont convaincues que c'est un sujet important pour elles et qui envoient aussi des opportunités, parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et nous, on a souhaité le faire dans un secteur qui est extrêmement compliqué. Donc tu disais bien la référence au climat. Ouais. Quand on parle de climat, on pense toujours à l'énergie, aux utilities, aux cimentiers. C'est aussi un sujet pour la tech, mais fondamentalement, c'est là qu'il faut résoudre les problèmes. Dans la biodiversité, le gros sujet, c'est dans l'agriculture et l'alimentation. 60% des pertes sont attribuables à ce secteur-là. Oui, c'est ça. Toutes les externalités négatives liées à la biodiversité viennent de ce secteur, enfin c'est même plus qu'un secteur, mais de ces activités liées à l'agroalimentaire au sens très très large. C'est ça, Carmine. Exactement. Et la métrique du coup qu'on va utiliser, c'est une métrique que on estime, on pense, on croit, on espère aussi que va être l'équivalent de la tonne de CO2 pour le climat. Donc c'est le MSA. Donc le mot en anglais c'est Mean Species Abundance. C'est en gros une sorte de l'abondance moyenne des espèces. C'est une métrique qui est compliquée à calculer, mais très simple dans le concept. C'est de dire, alors je vais faire peut-être un exemple, bien sûr, mais ça va peut-être aider. Alors je suis une entreprise qui construit des autoroutes, je vais construire une autoroute qui coupe en deux une forêt. Bon, c'est pas très bien, mais voilà. Ça arrive parfois, trop souvent. Alors, mon impact sur la biodiversité ne va pas être forcément le petit bout de terrain que je vais priver la forêt, donc des arbres, etc. Parce que ça, c'est minime. L'impact, ça va être beaucoup plus important. Et donc, on va mesurer cet impact par rapport à l'état naturel, l'état non disturbé, et l'état après. Et donc, c'est cet impact-là qu'on va pouvoir retracer au sein des entreprises du secteur agroalimentaire.
Mais c'est-à-dire que du coup, ça demande du temps de faire ce calcul, cette approche-là. C'est-à-dire comment est-ce que l'environnement naturel se serait comporté s'il n'y avait pas eu cet impact humain d'une certaine manière. Exactement, c'est ça, exactement. Et ça explique aussi pourquoi. Alors, nous, on a souhaité aussi, pour des raisons un peu philosophiques et de culture d'entreprise, de de se adresser au secteur agroalimentaire. Mais c'est aussi, il y a aussi des raisons un peu historiques. C'est que c'est une donnée compliquée à calculer. Pour faire simple, c'est combien ça coûte en biodiversité 1 kg de viande de bœuf ou alors 1 kg de riz. C'est compliqué à calculer. Ça suffit pas juste de savoir quel est le revenu de l'entreprise, où est-ce qu'elle est implantée. Donc c'est beaucoup plus fin que ça. Il y a des modèles dans la littérature académique, mais qui est pour certains secteurs. Évidemment, les secteurs qui sont les plus importants, donc l'agroalimentaire, l'énergie. Et donc nous, on utilise ce type de modèle, des données très granulaires et des impacts chiffrés sur le changement d'utilisation des terres, le changement climatique, la pollution, etc., pour arriver à un chiffre qui vous dit telle entreprise va avoir un impact sur la biodiversité de temps, MSA. Ouais. Et ces entreprises, vous allez nous donner quelques exemples, moi ça m'intéresse beaucoup, mais ces entreprises, dans toutes les informations ESG, tous les indicateurs qu'elles fournissent justement aux investisseurs, elles prennent en compte aujourd'hui ces indicateurs de biodiversité des grandes multinationales. On va parler, j'imagine, de très grands groupes dans l'agroalimentaire ou liés à l'agroalimentaire, donc des noms forcément très connus, en plus des marques peut-être d'enseignes très connues. Ce sont des indicateurs qu'elles sont capables de fournir aujourd'hui, ces entreprises Alors aujourd'hui, Carmine, pas vraiment être en mesure de communiquer l'indicateur final, donc quel est mon impact sur la biodiversité. Alors, elles le sont de plus en plus obligées sur le climat. Donc, publier sa propre empreinte carbone, après, il faut toujours être sûr qu'elle est consistante, puisque, je fais juste une petite parenthèse, l'entreprise va publier normalement son empreinte carbone à elle, et ne va pas publier l'empreinte carbone. Il y a toute la chaîne de valeur, exactement. Il y a toute la supply chain derrière. Exactement, tout ça, il faut l'intégrer. Alors, sur la biodiversité, encore plus compliqué, puisque, alors là, le problème, il est plutôt à l'inverse, c'est que si vous êtes à la fin, donc si vous êtes une chaîne de restaurant, en général, votre empreinte de biodiversité est faible, puisque vous avez juste vos magasins. Mais l'empreinte est en amont chez l'agriculteur. Et donc, ces données-là n'existent pas. Donc, l'idée, c'est aussi qu'avec plus de transparence et le standard qui peut s'affirmer sur cette métrique deviendra quelque chose au même titre que l'empreinte carbone. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mais par contre, on peut le calculer, puisque c'est de la physique, c'est de l'ingénierie, de la chimie, à partir de données très simples. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, prenez une entreprise comme McDonald's, ce qui m'intéresse, c'est combien de viande a-t-elle consommé sur une année. Prenez une entreprise comme Danone, combien de lait a-t-elle eu besoin de produire, transformer. Et donc, c'est aller chercher vraiment des données compliquées. Ça prend du temps. C'est pour ça aussi que le secteur agroalimentaire se prête bien, parce qu'avec un nombre très limité de sociétés, mais avec le potentiel d'avoir un impact très fort. Exactement. Justement, alors je sais pas, vous avez cité Danone, McDonald's. Est-ce que dans le produit que vous avez conçu chez Osiam sur ce thème de la biodiversité, est-ce qu'on trouve des entreprises comme Danone et McDonald's? Alors, on se retrouve, Carmine. On se retrouve avec des noms qui sont quelque part un peu communs dans les bonnes gestions ESG, puisque ce sont des entreprises qui ont intégré depuis très longtemps la dimension de durabilité. Alors, vous avez évidemment Danone, vous avez Unilever aussi qui fait un travail remarquable avec sa supply chain. Vous avez d'un autre fond aussi des entreprises qui sont plutôt très très faibles en biodiversité, puisqu'ils sont sur un créneau qui est très light, par exemple l'aquaculture. Donc on sait que c'est très efficient de produire de la protéine avec l'aquaculture, donc vous en avez beaucoup. C'est souvent des petites entreprises, vous ne trouvez même pas dans les indices. Alors, les Norvégiens, ils sont plutôt à l'avant-garde. Et puis vous avez des entreprises qui peuvent avoir un impact très très important. Alors là, par exemple, deux exemples, moi j'aime bien toujours donner, c'est Beyond Meat et McDonald's. Alors, pourquoi Beyond Meat, pourquoi McDonald's? Puisque finalement, ce sont deux Beyond entreprises. Meat, c'est le steak végétal. Exactement. Ça fait un carton, on en a beaucoup parlé. C'est la plus grande entreprise cotée sur ce créneau. Donc, il y en a beaucoup plus derrière elles, elles sont encore petites. Alors, ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, le steak à base de protéines végétales est déjà un produit qui est commercialement très, très compétitif. Vous pouvez le trouver dans votre supermarché, aucun problème. Et moi, je vous assure, il est très, très bon. Par contre, on peut aller même plus loin. Donc, aujourd'hui, il y a des start-up en Israël, en Singapour. D'ailleurs, à Singapour, ça a été approuvé fin décembre. Aujourd'hui, dans un restaurant, vous pouvez manger de la viande produite en laboratoire. J'ai vu ça. Ce qui est encore autre chose. C'est encore autre chose. En termes environnementaux. C'est du poulet, je crois. C'est ça qui a été reproduit en laboratoire. Exactement. Donc, les experts estiment que d'ici à 2030, on aura une solution pour des morceaux de viande simples. Donc, ça va être compliqué d'imiter la côte de bœuf. Par contre, pour tout ce qui est le burger, les dos de poulet, ça va être facile, faisable, et l'impact
l'impact environnemental va être colossal. Bien sûr. Aujourd'hui, l'agriculture pèse un quart des émissions, 70% d'utilisation de l'eau. Et donc, pour revenir à l'exemple de Beyond Meat et McDonald's. Donc, Beyond Meat, la production de burgers à base de protéines végétales, l'impact est très important, puisque vous divisez par 6. Il n'y a plus d'élevage, oui, bien Exactement. sûr. Donc, et produire du végétal, c'est beaucoup plus efficient. Le problème est que Beyond Meat peut produire autant de burgers qu'il veut. Il faut bien quelqu'un qui les place, qui les vende partout dans le monde, et pas seulement dans les quartiers, disons, riches, dans les pays riches. Donc, un peu partout dans le monde. Qui peut faire ça? Qui a l'impact d'aller faire baisser massivement l'empreinte sur la biodiversité? Une entreprise comme McDonald's. Et combien de McBurgers, combien de burgers sont vendus avec un steak à base de protéines végétales qui remplace les protéines animales? L'accord qui McDonald's a signé, mais ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, n'importe quelle chaîne, McDo, c'est l'emblème. C'est l'emblème, mais tout le monde est déjà très actif sur ce créneau. L'accord qu'ils ont passé prévoit qu'à horizon 2025, ils devraient se retrouver avec à peu près un tiers vendu. Dans certains pays, ils vont peut-être aller beaucoup plus vite, on revient un peu à ce qu'on disait, c'est le trend de fond. Vous avez un consommateur, surtout en Europe, de plus en plus aux États-Unis, riche, mais qui est très sensible à ces sujets. Il comprend quelle est son empreinte biodiversité et carbone. Il va aller sur des produits différents, sur des produits laitiers, des œufs, de la viande. Donc ça, c'est un consommateur riche qui est capable de payer un premium sur des produits différents. Et ces entreprises-là, ils connaissent leurs clients, ils vont être les premiers à être présents. Et donc l'impact, là, il est visible, il est mesurable. Et nous, on souhaite le coupler aussi avec de l'engagement. Donc ça ne suffit pas de ne pas investir, il faut investir et pouvoir aller dans la bonne direction. Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, qui était venu nous parler du thème de la biodiversité il y a quelques semaines de cela dans Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, chaque soir à 19h15. Voilà pour l'émission du jour. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.